de Fering. Donc, nous allons commencer tout de suite cette session qui est consacrée à l'hémorragie du postpartum. Et nous allons commencer par ceux qui nous aident le plus dans cette pathologie. Ce sont les anesthésistes réanimateurs. Et la parole est donnée au docteur Sofiane Benmarzouk, qui est professeur agrégé en anesthésie réa, qui travaille au centre de maternité de Tunis, dans le service de notre grand ami et notre grand sauveur, c'est Hayen Maghrabi. Le service de Hayen a une très grosse activité. Il a l'activité qui est relative au plus gros centre en fait, de référence de Tunis en ce qui concerne, les accouchements. Et donc, vu le nombre et vu que c'est un service de référence, ce sont eux qui, je pense, récoltent du moins, en tout cas, tout ce qui est Tunis Nord et Tunis Centre récolte la très grande majorité des hémorragies du postpartum. Et donc, je vous cède la parole. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Je voudrais commencer par remercier encore une fois la Société tunisienne de gynécologie de nous avoir conviés à son congrès. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est la réanimation des hémorragies graves du postpartum. C'est vrai que j'interviens en premier, mais bon, dans la vie de tous les jours, les réanimateurs interviennent en cas de catastrophe, donc c'est quand les choses tournent mal. Et justement, cette hémorragie grave du postpartum a fait l'objet de plusieurs écrits. Dans la publication phare et, disons, la plus détaillée, la plus récente, c'est la mise au point du Collège national français d'obstétrique et gynécologie, qui a été publié en 2014 et qui a été repris par le même auteur comme par l'ESA comme étant des French Recommendations qui sont publiées à l'échelle européenne et internationale. Comme vous voyez très bien, selon l'algorithme de conclusion, c'est l'un des trois algorithmes, c'est l'échec du sulprostone qui fait que, en fait, nous amorçons une prise en charge plus agressive qui est basée essentiellement soit sur la chirurgie, soit sur le traitement conservateur par l'embolisation ou par les ligatures artérielles, et que selon une prise en charge qui privilégie l'escalade thérapeutique, on va aller de thérapie en thérapie jusqu'à arriver à l'hystérectomie. Voilà. Alors, comme vous voyez, autant la prise en charge chirurgicale est échelonnée et bien détaillée relativement, la prise en charge réanimatoire fait l'objet d'un petit carreau, voilà, d'un grand rectangle marginal qui cite sans détailler les différentes thérapeutiques qui sont à aborder. Et ce n'est pas par hasard que le même auteur publie 2 années après une comparaison entre ce qu'ont publié les sociétés savantes dans la matière et qui souligne qu'il y a beaucoup de, je ne dirais pas des contradictions, mais de différences, de disparités dans les attitudes des sociétés savantes depuis que les publications ont commencé à devenir abondantes jusqu'aux dernières publications, en passant par les publications américaines, britanniques, australiennes, canadienne, hollandaise, voilà. Et récemment, il y a une publication tunisienne. Vous avez contribué au sein de la STGO il y a 2 années à publier un petit livret sur la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Et justement, ces disparités concernent en premier les définitions de l'hémorragie du postpartum et de l'hémorragie grave, tant sur le plan prise en définition que sur le plan prise en charge pharmacologique et non pharmacologique. Alors, au centre de maternité, qui est une maternité de niveau 3, alors entre 2009 et 2014, nous avons hospitalisé 361 patients et une patiente aux suites d'hémorragie du postpartum en milieu de réanimation. La première cause était de loin l'inertie utérine, secondée par les déchirures cervico-vaginales et au 3e lieu le placenta accreta. La tendance dans les 5 dernières années, c'est une ascension du nombre de placenta accreta et les déchirures cervico-vaginales ont cédé la place
au placenta accreta qui a repris la deuxième place en matière de hémorragie, de cause de l'hémorragie. Alors, les hémorragies, ce sont en général de deux types. Il y a des hémorragies qui sont prévisibles et des hémorragies qui sont inopinées. Et pour les hémorragies qui sont prévisibles, la prise en charge réanimatoire, ça se prépare dès la grossesse, dès la période du prépartum, et ceci par une consultation d'anesthésie durant la grossesse, ne serait-ce que pour dépister les grossesses à risque de saignement, pour démarrer un traitement martial, parce qu'on sait désormais que l'anémie, c'est un grand facteur de gravité de l'hémorragie, d'amorcer un traitement martial par voie intraveineuse ou par voie orale, d'évaluer précisément le terrain et les pathologies de la grossesse, parce que désormais, nous avons de plus en plus de femmes qui arrivent à terme avec des cardiopathies, des valvulopathies, des cardiopathies congénitales, des coronaropathies, des femmes tabagiques, des femmes stentées, des femmes avec des cardiomyopathies dilatées, et j'en passe. Et c'est une occasion très précieuse pour informer la parturiente et sa famille, pour lui expliquer le risque hémorragique, pour expliquer aussi les éventuels effets indésirables de la prise en charge d'un événement aussi grave, et éventuellement aussi pour programmer l'accouchement par une approche multidisciplinaire et en concertation avec le couple. Pour certaines hémorragies qui sont prévisibles, comme les malades porteuses de troubles d'hémostase congénitale ou acquis, pour les malades thrombopéniques, pour les malades porteuses de placenta anormalement insérée prévia ou accreta, il faut prévoir une structure adaptée à la prise en charge, une maternité de niveau 3, un centre multidisciplinaire, déployer les moyens humains et techniques adaptés, les équipes anesthésiques et chirurgicales spécialisées, les spécialités adjuvantes comme la banque du sang, assurer la disponibilité des intervenants potentiels comme les chirurgiens viscéraux, les urologues, les hématologistes. Alors, le protocole d'acheminement des produits sanguins entre le site transfusionnel et l'établissement fournisseur de sang est une étape incontournable dans le fonctionnement normal et efficace de toute structure qui veut prendre en charge cette pathologie. Et au sein de cette structure, les protocoles de prise en charge, les stratégies doivent être bien clairement planifiés au préalable. Et c'est au-delà des recommandations des sociétés savantes, ça concerne l'organisation et les fonctionnements internes de chaque structure ou de chaque service. Alors, vous voyez bien que l'association américaine, dans son journal, a bien publié des recommandations depuis 2015 qui dressent une checklist qui concerne les caractéristiques de l'équipe, les caractéristiques du service de réa, de l'unité de réa et du service transfuseur qui doit assurer la prise en charge entre l'expérience, l'entraînement, la présence du matériel nécessaire et d'une équipe rodée à ce type de pathologie, jusqu'à la disponibilité des produits sanguins, de certains appareils sophistiqués comme le Cell Saver pour l'américain, et avoir de l'expérience dans la gestion et la transfusion des produits sanguins, quelle que soit la situation. Voilà. Et enfin, nous abordons le volet réanimation. Alors, ça commence par une vraie problématique. À partir ou à quel moment avons-nous besoin d'une prise en charge réanimatoire? Alors, comme nous le savons tous, les critères volumétriques que je viens de citer sont différents entre les sociétés savantes, 500 ml, 1000 ml, 1500 ml et encore voie basse, césarienne ou toute voie confondue. Alors, la majorité des sociétés savantes qui citent les volumes ne citent pas la voie d'accouchement, et certaines qui précisent la voie d'accouchement optent pour des volumes de diagnostic qui sont différents. Alors, no mention of differential definition according to the route of delivery pour l'OMS, en allant vers les Néerlandais qui disent mineure si elle est entre 500 et 1000 millilitres, majeure ou grave si elle dépasse les 1000 millilitres, sans prendre en compte justement la voie de l'accouchement et d'autres définitions, j'en passe. Alors, à quel moment avons-nous besoin vraiment d'une approche réanimatoire? C'est que lorsque le critère volumétrique
est différent et lorsque la réponse de la patiente, la réponse physiologique de la patiente est vraiment une réponse de détresse, ça veut dire que quel que soit le volume de saignement, vous avez besoin d'une approche réanimatoire lorsque la patiente présente des signes de mauvaise tolérance hémodynamique, l'hypotension artérielle malgré le remplissage ou une hypotension artérielle qui récidive après l'expansion volémique ou le besoin de sympathomimétique, à savoir de catécholamine. Comme première approche, c'est l'éphédrine et ensuite viendront les autres catécholamines, la noradré, et la dobutamine, qui signe en général une malade qui est en train de subir une spoliation sanguine, d'accord, même si on est dans l'impossibilité ou temporairement d'identifier la cause ou l'abondance de l'hémorragie. Toute hypotension, toute détresse hémodynamique devrait faire évoquer une hémorragie interne ou extériorisée, malgré quelle que soit la voie d'accouchement, et ceci dans toutes les structures de maternité, quel que soit leur niveau. Donc, au total, c'est la sévérité de l'hémorragie qui pousse les gens à avoir recours au service du réanimateur ou du service de réanimation, et en général, c'est le saignement extériorisé persistant, quel que soit le volume, et la persistance de l'instabilité hémodynamique, ou bien un critère biologique qui est toujours retardé par rapport à la clinique, qui est l'apparition ou l'aggravation d'une anémie, ou bien l'apparition ou l'aggravation de troubles de l'hémostase qui sont soit cliniquement patents, qui est le plus évident et qui est le plus rapide à voir, soit qui sont purement biologiques. Alors, ça commence toujours par aller au bloc. Ça ne sert à rien de prendre une hémorragie en charge en salle de travail. Les moyens ne sont pas adaptés et le niveau de performance des équipes n'est pas le même. Alors, il faut aller au bloc où une mise en condition devra être faite rapidement. La mise en décubitus dorsal avec un léger train de Lambourg, voire en position gynécologique s'il y a besoin de le faire. Démarrer un réchauffement externe par un réchauffeur par convection d'air chaud, une oxygénothérapie, le sondage vésical et le sac de recueil du saignement qui est un outil très important, voire précieux pour la quantification objective du saignement, malgré toutes les critiques que cet instrument peut avoir dans la littérature. Il faut assurer un accès vasculaire périphérique large et de grand calibre et voir un accès vasculaire profond par la pose d'une voie veineuse fémorale de grand calibre. Il faut assurer un accélérateur réchauffeur de transfusion, un décongélateur de PFC et un réchauffeur par convection d'air chaud. On va voir pourquoi. Le monitorage doit être standard indépendamment de la technique anesthésique, le monitorage invasif de la pression artérielle par voie radiale ou fémorale, le monitorage conventionnel et approprié au type d'anesthésie, je veux dire par là la saturation pulsée, l'électrocardiogramme, en cas d'anesthésie générale, le monitorage des gaz inspirés et expirés, des pressions d'insufflation et surtout de la pression expirée de CO2 qui est chez les malades ventilés un très bon témoin du débit cardiaque. Alors, le monitorage de la volémie est nécessaire et on est en train d'évoluer là-dessus. On va simplement du simple monitorage de la pression artérielle au monitorage du débit cardiaque et de la volémie par des techniques invasives ou non invasives, ne serait-ce par une écho transthoracique ou bien un Doppler œsophagien dans le plus simple des cas. Le monitorage biologique, par contre, ne fait pas l'objet de recommandations détaillées. Très peu de sociétés savantes imposent ou évoquent dans leurs écrits le rythme de la surveillance, toutes les 2 heures, toutes les 4 heures. Alors, carrément entre les Américains qui n'évoquent, ou bien les Australiens qui n'évoquent pas comme pilier de la prise en charge la biologie, il y a des sociétés savantes qui vous dictent les moyens de surveillance biologique et leur rythme qui vont de la numération formule sanguine avec plaquettes au test de l'hémostase, TP, TCA, dosage de la fibrinémie et dernièrement l'étude de la dynamique de formation et de lyse du caillot sanguin par la technique de la thromboélastométrie ou la thromboélastographie qui est très en vogue. Alors je souligne très bien que la prise en charge doit être faite sur des critères cliniques parce que ce sont eux les plus rapides à se faire
à apparaître et les derniers à disparaître. Et c'est sur l'arrêt du saignement que se juge l'efficacité de la prise en charge et que la biologie n'est qu'un système d'aide à la décision, qu'un système de référence qui permet simplement de savoir de quel point on est parti pour voir à quel point d'arrivée on doit être. Alors, l'ASA, la Société américaine d'anesthésiologie, a émis ces recommandations qui sont relativement anciennes sur les ressources à prévoir pour être capable de prendre en charge l'hémorragie. Donc, du sang O négatif doit être présent tout le temps en cas d'absence d'autres groupes. En cas d'hémorragie sévère, la banque du sang doit être alertée et il faut considérer pour certains patients le cell saver, qui est une technique adoptée en neurochirurgie, en orthopédie, qui consiste simplement à aspirer le sang qui vient du patient par un kit stérile, à le purifier via une machine stérile spécialisée, à purifier les globules rouges que le malade a perdus, ses propres globules rouges, et à les retransfuser une deuxième fois, sauf que la machine est très chère, la technique est astreignante et il faut un volume minimal pour faire fonctionner la machine qui serait aux alentours de 1,5 litre. Voilà, accès vasculaire de grand calibre, réchauffeur de perfusion, réchauffeur à air chaud, banque du sang, établissement fournisseur du sang, protocole de transfusion massive et j'en passe. Alors, la technique anesthésique, en fait, l'objectif de toute anesthésie, c'est de permettre l'hémostase qui est souvent chirurgicale, tout en préservant le pronostic vital de la patiente. Alors, les techniques anesthésiques ne sont pas nombreuses. Nous avons deux cas de figure. Soit on a une hémorragie inopinée qui survient en salle de travail, et là, idéalement, la malade aurait peut-être une péridurale pour l'analgésie obstétricale, ou bien une rachianesthésie de fin de travail, ou bien si l'hémorragie est prévisible, elle serait idéalement faite sous anesthésie générale. Toujours est-il que la conversion de l'anesthésie loco-régionale à l'anesthésie générale est possible et doit être faisable, et elle est très utile et très précieuse. Mais il faut faire attention aux problèmes d'induction d'anesthésie générale en urgence, qui sont les problèmes classiques de la femme enceinte, l'estomac plein, l'intubation difficile, rajoutant à ça les retombées ou les conséquences de l'hypovolémie grave qui peut se solder par un arrêt cardiaque, par désamorçage, quand on fait des inductions à la hâte chez des patientes qui sont en état de choc profond ou qui sont en hypovolémie sévère. Et c'est là le rôle de l'équipe d'anesthésie-réanimation de prévenir, de pallier à toutes ces complications. Alors, les guidelines pour l'anesthésie obstétricale privilégient toujours dans ces situations le recours à l'anesthésie générale qui demeure la technique de choix, surtout si on a un saignement prévisible ou un séjour en unité de soins intensifs. La malade sortira intubée, ventilée en unité de réanimation. Pourquoi? Parce que l'anesthésie loco-régionale va provoquer un bloc sympathique, et parce qu'une fois on a piqué et qu'on a administré la dose en rachianesthésie, on ne peut plus faire marche arrière, on ne peut plus accélérer la demi-vie des drogues, on ne peut pas arrêter une drogue pour annuler ou diminuer son effet. C'est pourquoi l'adjonction de l'impossibilité d'arrêter rapidement l'anesthésie neuraxiale au bloc sympathique. Alors le bloc sympathique, c'est une hypotension sévère, c'est une tachycardie, c'est une vasoplégie qui, ajoutée à l'hypovolémie du saignement, peut provoquer une catastrophe hémodynamique. L'anesthésie générale est encore appréciée par les confrères gynécologues parce que ça diminue l'agitation au bloc, ça calme l'ambiance, ça calme la malade, ça permet à l'équipe obstétricale et anesthésique de travailler dans le calme, et ça annule la composante anxiété-agitation de la patiente qui, quand elle verra tout le monde s'agiter autour d'elle, sera aussi agitée. Alors, ça assure le confort de la patiente et de l'équipe soignante, mais ça doit répondre à plusieurs impératifs pharmacologiques. L'anesthésie générale fait beaucoup de controverses dans la littérature. Alors, je sais qu'il y a des collègues français qui gèrent des placentas accreta sous péridurale. D'accord? Alors, il faut bien une patiente qui soit vraiment très, très zen, qui fait du yoga tous les jours pour pouvoir accepter ça. Alors, la stabilité hémodynamique, l'abondance du saignement, ce sont les atouts de l'anesthésie générale, malgré que les faibles effectifs des études ne permettent pas d'émettre un avis tranchant là-dessus.
Et on se réfère toujours au protocole de service dans la gestion de ces patientes. Alors, la prise en charge réanimatoire a des objectifs globaux, des objectifs généraux, c'est de restaurer la volémie pour assurer la stabilité hémodynamique, de restaurer ou de maintenir le transport d'oxygène qui est le pilier vital de la prise en charge, d'éviter ou bien de traiter la coagulopathie, l'hypothermie et l'acidose qui constituent évidemment la triade létale. Si vous avez de l'hypothermie, vous avez de la coagulopathie. Si vous avez de l'acidose, vous avez la coagulopathie. Si vous avez la coagulopathie, vous avez le saignement. Si vous avez le saignement, vous avez l'état de choc et éventuellement le décès. Et vous avez un autre paramètre qui apparaît maintenant avec le nouveau profil des patientes, c'est le dommage myocardique. C'est les patientes qui augmentent leur troponine au décours de la prise en charge du saignement. Pourquoi? Parce que la souffrance, l'hypoxie myocardique va entraîner des dégâts, surtout chez les malades qui ont des tares cardiaques préexistantes. Et objectif suprême, il faut être capable à tout moment de la prise en charge d'évaluer et d'adapter les choix thérapeutiques en fonction de l'évolution de notre cas. Alors, objectif hémodynamique spécifique, il faut garder toujours une pression systolique supérieure à 90 mm de mercure, une pression moyenne qui est supérieure à 60, des gens diraient entre 60 et 80, parce que supérieur à 60, c'est compatible avec la perfusion de la quasi-totalité des organes nobles. Il faut garder une fréquence cardiaque autant que possible inférieure à 100 battements par minute et si on a un monitorage approprié, il faut garder un débit cardiaque acceptable. Alors, le meilleur témoin chez une dame anesthésiée, bien anesthésiée, qui ne sent pas la douleur, le meilleur témoin, c'est une fréquence cardiaque qui serait plus basse que 100 battements par minute parce que ça témoignerait, en l'absence de stress adrénergique, d'une volémie correcte. Alors, les objectifs biologiques ne font pas l'unanimité des sociétés savantes, aussi bien d'anesthésie-réanimation que de gynécologie obstétrique. Et je dirais qu'en concoctant les objectifs les plus ambitieux qui ont été publiés, je dirais qu'on devrait viser un taux d'hémoglobine dans la phase aiguë, pas au décours de la prise en charge ou après 24 heures. Dans la phase aiguë, il ne faut pas descendre au-dessous de 8 grammes d'hémoglobine, idéalement proche de 10 grammes, surtout chez les patientes porteuses de tares cardiaques. Un TP inférieur à 1,5 fois la normale, soit un INR inférieur à 2, un TCA inférieur à 2 fois la normale, un taux de plaquettes qui restera toujours supérieur à 50 000, et 50 000 c'est un seuil critique, pratiquement il faut toujours rester aux alentours de 80-90 000. Pourquoi pas 100 000, surtout si vous avez un HELP syndrome associé, ou bien une pathologie prééclamptique, ou bien un hématome rétroplacentaire qui est la cause de l'hémorragie. Le taux de fibrinogène a fait l'objet de plusieurs écrits depuis 2011. Les hématologues vous diront entre 1 et 1,5 c'est suffisant. Les Néerlandais iront jusqu'à 2 grammes. Et le panel d'experts qui a publié sa mise au point en 2017 dit que plutôt, vu l'hyperfibrinogénémie qui caractérise la femme enceinte et qui va de 4 à 7 grammes, garder un taux de fibrinogène supérieur à 2 grammes est prédictif des moindres complications hémorragiques. Et donc, 2 grammes de fibrinogène, c'est un objectif très raisonnable et pour l'atteindre, à part le PFC, si on a des concentrés lyophilisés de fibrinogène, il faut donner au moins 1 à 3 grammes pour atteindre une concentration de grammes à peu près. Alors, je vous demanderai de conclure, s'il vous plaît. Oui. Alors, je dirais pour conclure que la morbidité en réanimation est très importante. Elle est liée à la chirurgie, mais aussi elle est liée aux complications de la prise en charge. Vous avez la CIVD, vous avez l'OAP, vous avez le TRALI qui sont des causes de mortalité maternelle, vous avez l'insuffisance rénale et les complications thromboemboliques. La mortalité au centre de maternité, elle est aux alentours de 4,3% des hémorragies. Et comme facteur de risque de mortalité maternelle, nous retenons la CIVD, l'insuffisance rénale, les états de choc, les TRALI SDRA, et la défaillance multiviscérale et la survenue d'un arrêt cardiaque au cours de la prise en charge. Pour conclure, j'insisterai sur l'intérêt du dépistage des grossesses à risque de saignement, sur l'intérêt de l'organisation logistique
et des protocoles de prise en charge dans les structures de soins, et surtout sur l'intérêt de la communication entre les différents intervenants, surtout pendant la phase aiguë. Merci. Merci beaucoup pour votre exposé qui est très exhaustif. Je voudrais, alors, on va donner à la salle 3 questions et la parole à Marouane qui va vous exposer comment on peut avoir accès à la STGO sur vos mobiles. Alors, grande nouveauté de cette année, c'est l'application STGO. Donc, c'est disponible sur Google Play et sur iStore. Donc, pour tout le monde, il faut juste mettre STGO, un petit espace et Tunisie. Vous allez la télécharger. Vous allez juste accepter les notifications pour recevoir les nouvelles du congrès tout au long de ces deux journées. Donc, ne ratez pas cette occasion. Téléchargez l'application. Vous avez vu, il n'y a plus de papier, 0 papier. La STGO passe au vert. Donc, téléchargez l'application. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle à propos de cet exposé sur... Allez-y. Je peux te donner le mien. Non, non, c'est bon, merci. Ça marche. Voilà, c'est bon. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé. Ce que j'aurais souhaité, vous avez dit entre 2009 et 2014, vous avez eu 300 et quelques. Ça fait une moyenne à peu près d'une hémorragie grave de la délivrance tous les 3-4 jours, 5 jours. J'aurais souhaité que les guidelines proviennent de vous. Vous êtes une référence mondiale. D'accord, voir ce que font les Canadiens, les Néerlandais, etc. Mais j'aimerais bien ce qu'on peut faire en Tunisie avec les moyens dont vous disposez. Ça serait beaucoup plus utile. Souhaité, M. Rajdi, vous savez. Excellente suggestion. Non, je n'ai pas encore terminé. La liste est longue, mais je vais écouter. Concernant les embolisations vasculaires, on a entamé un projet, nous, à l'hôpital militaire, donc c'était une décision de très haut situé avant la Révolution, vous comprenez un peu d'où est-ce qu'elle vient. On a instauré le service les plateformes radiologiques, etc. Mais malheureusement, les choses sont tombées à l'eau après la soi-dite révolution. Donc il est grand temps ici pour qu'on débatte de cette question et qu'on crée un centre qui puisse accueillir toutes les hémorragies de délivrance, au moins du Grand Tunis, au moins ça. Merci. Bien, alors comme le temps est très court, je vous remercie.